Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter la plus grande affaire de pédocriminalité jamais jugée en France. Pendant près de 30 années, le chirurgien Joël Le Squarnec a profité de son statut de médecin pour abuser sexuellement d'enfants hospitalisés et sous anesthésie. Avec moi, vous entendrez les voix de certaines victimes de Joël Le Squarnec, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Nous sommes au mois de mai 2017, à Loches, en Indre-et-Loire. C'est ici que vit Martine Méa. Comme tous les dimanches soirs, la mère de famille s'installe devant son téléviseur avec son mari et tombe sur un reportage qui va bouleverser le cours de sa vie. Le docteur Joël Le Squarnec, 67 ans, un chirurgien gastrique qui exerce à temps partiel à l'hôpital de Jonzac. Il n'a jamais attiré l'attention. 12 ans auparavant, 13 octobre 2005, il a été condamné à 4 mois de prison par le tribunal de Vannes pour détention d'images pédopornographiques. Joël Le Squarnec a pu continuer à exercer, même auprès des enfants. Quand on a entendu le nom, on était atterrés. Martine est sous le choc. Pendant des années, cet homme qu'on accuse d'être un dangereux pédocriminel a été son ami. Je suis estomaquée. Ils expliquent des choses monstrueuses et pour nous, c'était quelque chose mais d'inimaginable. Inimaginable pour Martine, mais pas pour sa fille, Gowinda. Papa et maman me disent « T'as vu Joël ?» Je dis « Oui, je suis pas surprise. » Et pour cause, ses parents ne le savent pas encore, mais Gowinda fait partie des 300 victimes présumées du prédateur en blouse blanche. Ce soir, vous allez découvrir le terrifiant parcours d'un éminent chirurgien, le docteur Joël Le Squarnec. Il se sert de son statut de médecin pour assouvir ses besoins sexuels. Il a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Comment il a osé, comment il a pu. Un pervers qui notait tout sur son journal intime. Il est fier de lui. Il dit « Je suis le plus grand pédophile que la Terre ait jamais porté. » C'est un grand malade. C'est un monstre. Comment ce pédocriminel en série est-il passé entre les mailles du filet pendant 3 décennies ? Des gens se sont doutés de quelque chose. Je dis, tu es dangereux, démissionne. Il est protégé par son statut de chirurgien. Il s'est senti intouchable. Entre impunité À ce moment-là, on cherchait beaucoup de médecins. et omerta. Elle est informée de quelque chose qui ne va pas. Vous avez des choses à dire quand même. Enquête sur un prédateur arrêté après 30 ans d'impunité, un criminel qui aurait pu être démasqué beaucoup plus tôt. Mai 2017, à Saintes, en Charente-Maritime. Un jeune couple bouleversé se présente au cabinet de maître Francesca Satta. Je rencontre une dame et un homme qui viennent me voir à mon cabinet, qui me disent « Notre voisin a touché notre fille ». Touché, je dis « Est-ce que vous pouvez me développer un peu plus ce qui a pu se passer ?» Les parents de l'enfant racontent qu'en plus des attouchements, leur voisin a violé leur fille âgée de 5 ans à peine. La fillette, que nous appellerons Maëva, était alors en train de jouer chez elle, dans son jardin. Voici comment les faits se sont déroulés. La maman était dans sa cuisine, elle va voir sa fille arriver précipitamment vers elle, et l'enfant va lui parler du voisin. Et là, elle lui explique, avec ses mots d'enfant, que ce voisin est méchant. Et la petite fille finit par lui dire « Le voisin m'a montré son zizi ». Les parents de la petite fille décident immédiatement d'aller porter plainte.
On a une enfant qui va se confier en gendarmerie sur véritablement ce qu'elle a pu subir, et quand elle ne pouvait pas l'expliquer, elle le mimait avec les instruments qui étaient mis à sa disposition pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il m'a fait. Il s'est approché du grillage et à travers le grillage, il a touché Maëva. En gros, il va procéder à des attouchements sur la gamine de 5 ans à travers la clôture. Ces déclarations, les enquêteurs vont les prendre très au sérieux. Le 2 mai 2017, Joël Le Squarnec, le voisin, est placé en garde à vue. C'est un homme de 68 ans à peu près à l'époque, chirurgien. C'est un notable local, reconnu comme un bon chirurgien dans son hôpital. Ça fait 9 ans qu'il vit seul dans cet appartement à Jonzac. C'est absolument pas le profil de délinquant que les gendarmes ont l'habitude de voir. On ne comprend pas. Est-ce qu'il a eu un écart ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À ce stade, c'est une affaire d'exhibition sexuelle, de corruption de mineurs, mais à ce stade, c'est un fait isolé. À ce moment-là, personne ne se doute que le courage de cette fillette de 5 ans a permis d'arrêter celui qui pourrait être le plus redoutable pédocriminel français. Certaines personnes forcent le respect. Travail, famille, amis, tout leur réussit. C'est le cas de Joël Le Squarnec. Lorsque Martine Méa l'a connu dans les années 80, c'était un collègue de son mari. Et le chirurgien lui a tout de suite fait forte impression. Je me souviens très très bien de la fois où je l'ai rencontré, parce que moi je le trouvais plutôt bel homme. Ouais, il avait une espèce de prestance. Il était toujours bien tiré à quatre épingles. Il mettait des chemises bien repassées et tout. Il se tenait toujours bien droit là, comme ça. À l'époque, Joël Le Squarnec a 30 ans et il vit à Loches. Dans ce manoir, en compagnie de Marie-France, sa femme, et de leurs 3 fils. On est invité chez lui plusieurs fois et c'est magnifique. Moi j'aimais beaucoup ce manoir. Le couple Le Squarnec, c'est un couple qui est plutôt en vue à Loches et qui a vraiment une place de choix dans cette micro-société. C'est vraiment les notables du coin. Ils reçoivent beaucoup. Joël Le Squarnec joue du piano, chante. Intérieur bourgeois, grande réception mondaine. La famille Le Squarnec ne se prive de rien. Et Marie-France semble s'épanouir dans son rôle de maîtresse de maison. Ils se sont rencontrés relativement jeunes. Marie-France était aide-soignante, lui était interne. Ils ont fondé rapidement un foyer, ont eu 3 enfants. Très vite, elle va s'arrêter de travailler, s'occuper des enfants. Et c'est lui qui va subvenir aux besoins de la famille. Il travaille comme un acharné, il ne fait que ça. Il dit d'ailleurs qu'il n'aura pas vu ses enfants grandir. Mais c'est vraiment un fonctionnement à l'ancienne avec une femme qui s'occupe des enfants et puis l'homme qui se consacre à son travail et qui gagne énormément d'argent. Donc évidemment, vu que son mari gagne beaucoup, elle en profite aussi, donc elle mène grand train. Je la voyais bourgeoise, effectivement, parce que toujours bien mise. Non, c'était une jolie femme, coquette et tout, oui. Une jolie épouse avec laquelle Joël Le Squarnec semble avoir toujours entretenu de bons rapports. Et ce, même après leur séparation, en 2005. De bonne composition, le chirurgien sait aussi se rendre indispensable à l'hôpital. C'est que le genre de personnage qui est là toujours à répondre à toutes les heures supplémentaires qui doivent être faites, assurer les urgences quand il faut les assurer, qu'il n'y a personne qui peut le prendre, c'est formidable. C'est le chirurgien dynamique, classe et tout, à qui tout réussit. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Travailleur, serviable, généreux. Sur le papier, Joël Le Squarnec
a vraiment tout du chic type au parcours exemplaire. Difficile dès lors de l'imaginer agresser une fillette. Et pourtant, souvenez-vous de la réflexion de Gowinda lors de son arrestation. Je dis oui, je suis pas surprise. Une réaction qui n'échappe pas à ses parents. Et elle nous dit, de toute façon, c'est un salaud. Et nous, on comprend pas. Parce que franchement, on comprend pas. Et donc là, forcément, il me demande pourquoi et je veux pas répondre. Et ils me disent, non, il faut que tu nous dises. C'est alors que Gowinda va leur révéler un terrible secret qu'elle avait soigneusement enfoui. Écoutez bien, la scène se passe alors qu'elle a à peine 10 ans. Ce soir-là, Joël Le Squarnec est venu dîner chez les Méas. Vers 22h, la petite Gowinda part se coucher. Peu après, Joël Le Squarnec s'éclipse pour, dit-il, se rendre aux toilettes. À un moment donné, j'entends que la porte de la chambre, elle s'ouvre en fait. Et du coup, je le vois rentrer. Et après, il est venu me voir. Et après, je sais pas comment dire en fait. Enfin bref, il a glissé sa main et il a fait ce qu'il aurait jamais dû faire. Je me souviens de tout. Je me souviens de comment il était habillé, ses mains, ses lunettes. Et puis à la fin, il m'a dit que fallait pas que j'oublie que mon père n'était pas encore médecin. Qu'il était qu'interne. Et du coup, il me fait comprendre que ça serait bien que je me taise, en fait. Pour Martine, la maman de Gowinda, le choc est terrible. C'est d'autant plus cruel que on n'a rien perçu du tout. Hein. Ça nous a jamais traversé l'esprit. Jamais, jamais. Et en fait, c'est un tsunami qui se prenne en pleine tête, quoi. Exactement ce que je voulais pas. Ah ça, moi, je suis folle. Hein. Et mon mari, lui, c'est encore pire. Hein. Pour lui, il a fait rentrer l'eau dans la bergerie, quoi. Et qu'il ne l'ait pas vu et qu'il n'ait pas protégé ses enfants. C'était quelqu'un en qui il avait confiance aussi. Les parents de Gowinda se sentent coupables de n'avoir rien vu. Ils n'ont pas encore compris qu'ils se sont fait manipuler par un redoutable prédateur. Un homme sans scrupules dont la perversité ne semble avoir aucune limite. Rien ne pouvait préparer les enquêteurs à ce qu'ils allaient découvrir lors de la perquisition du domicile de Joël Le Squarnec. Mais dès qu'ils ont passé le pas de la porte, ils ont tout de suite ressenti un profond malaise. L'atmosphère de la maison, elle est lugubre. Vous rentrez dans une maison toute noire, toute sale, rien n'est entretenu. Enfin, rien ne correspond avec le type de maison que l'on pourrait attendre d'un chirurgien. Ils vont d'abord découvrir des poupées, des dizaines de poupées qui jonchent le sol, les canapés. Il y a des poupées qui sont décapitées, des poupées qui sont démembrées. Certaines grandeurs nature représentant des enfants, dont une qui a des menottes par exemple, enfin voilà des poupées très bizarres. Qu'est-ce qu'il fait avec des poupées qui ressemblent à des enfants, qui ont la taille d'un enfant? Il commence à s'interroger. Les enquêteurs s'interrogent aussi sur la présence de perruques disséminées aux quatre coins de la maison, jusqu'à ce qu'ils découvrent l'impensable. Ce qui va faire basculer l'affaire, c'est les dizaines de clés USB et de disques durs qui sont retrouvés.
Là, les gendarmes font une découverte vraiment saisissante parce qu'on va trouver des fichiers informatiques qui vont nous mener à des vidéos, à des photographies qui sont des mises en scène de Monsieur Joël Le Squarnec lui-même avec ses poupées. Horreur absolue. Dans ces dossiers informatiques, les enquêteurs retrouvent aussi de véritables clichés pornographiques de petites filles, mais aussi de jeunes garçons. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de photos, de diaporamas. Il y a 300 000 images à caractère pédopornographique, à peine regardables. Je vous assure que c'était épouvantable. Et le pire, c'est que ces clichés ne sont que la partie visible de la perversité de Joël Le Squarnec. À un moment donné, dans leur recherche, ils vont soulever des lattes du plancher. Les enquêteurs vont découvrir des carnets manuscrits qui en réalité reprennent tous les faits et gestes de nature sexuelle commis par Monsieur Le Squarnec sur des patients, mais pas seulement. Les gendarmes vont découvrir un listing aussi sur lequel tout est consigné, le nom des victimes, les âges, les dates des faits et quasiment la nature des faits. J'ai lu l'intégralité de ces carnets qui démarrent en 1990 pour s'arrêter quelques jours avant son interpellation en 2017. C'est au total des milliers et des milliers de pages de récits. L'écriture est très appliquée. On a une organisation qui est systématiquement reprise. Vous avez la date, vous avez le jour, vous avez l'heure précise. Vous avez le nom de l'enfant. C'est des petits paragraphes qui peuvent faire entre 3, 4 et 50 lignes. Au début, ça se présente un peu comme des lettres qu'il écrit à ses victimes. Mon cher petit, ma chère petite. À la fin, il écrit systématiquement « Je t'aime »,« Au revoir, je t'aime » ou juste « Je t'aime ». Dans ces carnets, il ne manifeste aucun remords, aucun regret, aucune honte. C'est le collectionneur. Il est fier de lui. Il dit « Je suis le plus grand pédophile que la Terre ait jamais porté ». Voici par exemple ce qu'écrit Joël Le Squarnec le 10 avril 2004. Tout en fumant ma cigarette du matin, j'ai réfléchi au fait que je suis un grand pervers. Je suis à la fois exhibitionniste, voyeur, sadique, masochiste, scatologique, fétichiste, pédophile. Et j'en suis très heureux. Le chirurgien assume sa perversité, comme en témoigne aussi un autre extrait. Je ne me refusais rien. Et en effet, les gendarmes vont éplucher ses carnets et s'apercevoir que dans les 18 hôpitaux où il est passé à partir de 1986, Joël Le Squarnec écrit avoir systématiquement abusé de ses jeunes patients. Le décompte est effrayant. 29 victimes présumées à Loches, dans l'Indre-et-Loire, 213 dans le Morbihan, 39 dans le Finistère et 31 à Jonzac, en Charente-Maritime. Au total, le chirurgien aurait pu faire plus de 300 victimes. C'est un chiffre clairement qui donne le tournis aux enquêteurs à ce moment-là. C'est-à-dire que eux, ils partent d'un fait sur une petite fille. Une perquisition plus tard, ils se retrouvent avec potentiellement l'agresseur de 300 enfants. Vertigineux. Et pourtant, en garde à vue, le docteur Joël Le Squarnec va tenir un tout autre discours. En confrontant Joël Le Squarnec aux écrits de son carnet, les enquêteurs ont bon espoir de le faire avouer. Mais le chirurgien, intelligent et habile, ne s'affole pas. Bien au contraire, il a réponse à tout. Monsieur Le Squarnec va vous dire que tout ce qui est dans les carnets n'est que fantasme. Voilà. Et il va dire assez vite que, en fait, dans ses écrits, il exagère la réalité. Il dit « Ok, j'ai écrit ça, mais ce sont des fantasmes et c'est ce qui m'empêche justement de passer à l'acte. » Donc, d'une certaine manière, il conteste l'ensemble des faits.
Seulement, il y a quelque chose qui cloche dans les déclarations de Joël Le Squarnec face aux gendarmes. Car si ces écrits ne sont qu'inventions, comment expliquer que le médecin mentionne le nom de Maëva ? La petite voisine, elle apparaît dans les carnets. Il dit qu'il l'observe. Il exprime par écrit son plaisir de voir cette petite fille évoluer dans le jardin d'à côté, en projetant déjà un certain nombre de fantasmes sur cet enfant. Et il n'y a pas que Maëva qui est citée dans les cahiers du chirurgien. Il y a aussi Gowinda. Tout laisserait donc penser que les récits du médecin ne sont pas simplement des fantasmes. Donc, évidemment, la question qui se pose, c'est si ces deux victimes sont mentionnées dans le carnet et que là, c'est vrai, pourquoi les 300 autres victimes potentielles mentionnées sur le listing ne le seraient pas ? À charge maintenant pour les enquêteurs d'en faire la démonstration. La tâche s'annonce complexe, et cela pour une raison toute simple. Les écrits seulement simples ne sont pas une preuve en matière criminelle. Il aurait pu tout à fait imaginer complètement toutes ces agressions sexuelles et tous ces viols. Il n'y a pas de plainte ? Personne ne s'est plaint contre lui ? Il n'y a pas eu de plainte de déposer contre lui ? Ce qui peut poser question, c'est le pourquoi personne, pendant toutes ces années, n'a déposé une seule plainte. Alors, comment expliquer qu'aucun enfant n'ait rien dit pendant plus de 3 décennies ? La réponse se trouve peut-être là encore dans les carnets du docteur Le Squarnec. Il a cette phrase, il dit il faut savoir être patient et saisir sa chance. Il explique dans ses carnets qu'il s'en prend à des jeunes patients après une intervention chirurgicale. Et il va profiter de l'anesthésie du sommeil de ses patients pour commettre certains actes. C'est souvent des gestes très furtifs qu'il met en place pour éviter d'être surpris. Toujours dans ses carnets, le prédateur en blouse blanche écrit qu'il aurait trouvé un prétexte imparable pour abuser de ses jeunes patients dans leur chambre d'hôpital. C'est quelque chose qui va décrire assez précisément comment il attend d'être seul dans la chambre avec les enfants. Il va effectuer ses visites en solo, sans présence d'une infirmière ou d'une aide-soignante. Avec les enfants, il va toujours prendre le prétexte d'un acte médical pour commettre des faits de nature sexuelle. Soulever le drap, passer sa main sous le drap, toucher la zone génitale du ventre, etc. C'est des pratiques acceptées, c'est dans des pratiques médicales. Sauf que lui, évidemment, il va aller beaucoup plus loin et transformer ça en agression sexuelle et en viol. En fait, il se sert de son statut de médecin pour assouvir ses besoins sexuels et ses perversités. Un mode opératoire qui expliquerait pourquoi les victimes présumées du chirurgien n'ont pas porté plainte. Anesthésiées ou convaincues d'avoir été auscultées pour des raisons médicales, elles n'auraient tout simplement pas eu conscience d'avoir été agressées. On a des victimes qui ont des souvenirs qui peuvent exister. On a d'autres victimes qui étaient endormies à l'hôpital et qui n'ont pas évidemment tous les souvenirs, si ce n'est peut-être des flashs. Alors, pour vérifier cette hypothèse d'un médecin prédateur avec 300 victimes à son actif, les enquêteurs vont avoir besoin de retrouver les supposées victimes, une par une. Autant dire que l'enquête s'annonce tentaculaire. On a besoin des témoignages pour asseoir l'accusation. Le boulot des gendarmes, ça va être de vérifier que tout colle, les noms, les dates, les pathologies. Est-ce qu'ils ont été hospitalisés à cette période-là ? C'est ainsi que se met en route l'enquête qui va être monumentale pour retrouver effectivement 300 personnes décarnées qui peuvent ne plus avoir le même nom aujourd'hui, qui peuvent être mortes, qui peuvent vivre dans un autre pays, etc. et autres. Donc ça va être un travail titanesque. C'est le début d'une enquête hors norme et complètement inédite. Car cette fois-ci, ce sont les gendarmes qui vont devoir annoncer aux victimes qu'elles ont peut-être été abusées. Ces gendarmes-là, ils vont dire
À tous ces enfants devenus adultes, vous apparaissez dans les carnets de ce chirurgien Joël Le Squarnec. Est-ce que vous avez des souvenirs de quoi que ce soit ? Ça va être un choc monumental. Ce moment qui a fait basculer leur vie dans l'indicible, certaines victimes du docteur Le Squarnec ont accepté de nous en parler. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Joël Le Squarnec. Dans la seconde partie de cet épisode, vous allez découvrir comment le médecin a pu sévir pendant plusieurs années sans être inquiété. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Joël Le Squarnec, vous allez découvrir comment le médecin a pu sévir pendant plusieurs années sans être inquiété. Avec moi, vous entendrez les voix de certaines victimes de Joël Le Squarnec, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Marie, Adrien et Morissette et Roland ne se connaissaient pas. Et pourtant, leurs vies ont basculé pratiquement au même moment, de la même manière et pour les mêmes raisons. Pour Marie, c'est arrivé le jour où les gendarmes ont toqué à sa porte. J'ai un peu eu peur de les voir redébarquer à la maison. Je me suis dit qu'il y avait peut-être eu un souci avec mon mari. Pour Adrien, l'annonce s'est faite par téléphone. C'est les gendarmes de Bretagne qui m'appellent pour m'informer que je fais partie des potentielles victimes de monsieur Le Squarnec. Immédiatement, Adrien se remémore ce chirurgien qui l'a opéré d'une appendicite à ses 11 ans. Je me souviens de lui, toujours avec sa blouse. Il est tout à fait gentil. Il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'un prédateur sexuel. Ouais, ça paraît irréaliste. Même incompréhension pour Marie, qui n'a aucun souvenir des agressions sexuelles du chirurgien. Je pensais qu'il me posait la question en tant que témoin, mais pas en tant que victime. Ce n'est que lorsque les gendarmes commencent à leur lire les extraits du carnet de Joël Le Squarnec qu'Adrien et Marie réalisent. Dans ses écrits, il décrit ce qu'il a fait et le plaisir qu'il y a eu. Les sentiments qu'il avait à faire ça. Et c'est abject, quoi. C'était répugnant. Et on parle de nous. Comment il a osé, comment il a pu. J'avais envie de vomir. On est sale, on est souillé par le fait qu'on apprend qu'on a été agressé sexuellement par un chirurgien et on se remet en question sur beaucoup de choses. Pour faire ressurgir les souvenirs qu'ils avaient enfouis dans leur inconscient, Marie et Adrien décident de consulter des spécialistes. J'ai eu des souvenirs qui sont remontés petit à petit, avec des images, des sons, des paroles, des phrases, qui reviennent au fil des mois. Il est venu ausculter un peu plus bas. Voilà. Pour moi, on était là uniquement dans un cadre médical, dans une auscultation médicale. J'étais qu'une enfant. Adolescent au moment des faits, Adrien avait quant à lui refoulé l'agression. J'avais bien conscience de l'agression sexuelle. Je suis très en colère. Je m'en veux. Parce que je n'ai pas réussi à éviter l'agression. Je pense que j'avais honte. Marie et Adrien en sont convaincus. Pour eux, tous les crimes que Joël Le Squarnec décrit dans ses carnets sont bien réels. Aujourd'hui, ils ont entamé un long processus de résilience, mais il semblerait que certaines victimes du chirurgien n'aient pas survécu à leur traumatisme. Comme Mathis, le petit-fils de Morissette et Roland. Mathis, on l'avait tous les ans en vacances.
C'était un petit garçon vraiment formidable. Il était très proche de nous. C'était un amour d'enfant. Voilà. Mais après avoir été opéré par le docteur Le Squarnec, le petit garçon joyeux commence soudainement à se murer dans le silence. On sentait qu'il y avait un mal-être, il y avait quelque chose qui était, un gros point d'interrogation. Cette chose à l'intérieur qui vous ronge, mais vous ne pouvez pas dire quoi. En grandissant, Mathis reste seul avec son traumatisme. Et ce, même après l'annonce des gendarmes. Il aurait très bien pu en parler à son grand-père alors qu'il lui racontait des trucs qu'il ne racontait pas aux autres. Et là, non, il ne voulait pas, comme si c'était la honte. Et après, la dépression ne l'a pas quitté jusqu'au 14 avril 2021. Ce jour-là, Morissette reçoit un appel qu'elle n'oubliera jamais. C'est le père de Mathis qui m'appelle et qui me dit « Assieds-toi ». Je sais pas, j'ai dit « Il y a quelque chose ». Il me dit « Mathis est mort ». C'est Mathis qui a voulu. C'est lui qui l'a voulu. Parce que la vie était devenue trop dure pour lui. Il faut l'accepter parce que c'est lui qui l'a voulu. Toute cette histoire, ça l'a tué. Ça l'a tué. Et pour les grands-parents de Mathis, le docteur Joël Le Squarnec n'est pas le seul responsable. Comme Marie et Adrien, il leur est impossible d'imaginer que personne n'ait rien remarqué à l'hôpital pendant plus de 3 décennies. Quand il était à Quimperlé, quand il était à Lorient, partout où il est passé, est-ce que les directeurs, ils le savaient? En se penchant sur ce dossier, nous sommes intrigués. Il y a eu des alertes, une dénonciation, mais tous les signalements sont restés sans suite. Alors, nous avons voulu savoir pourquoi pendant toutes ces années, ceux qui ont été informés ont choisi le silence. Nous sommes au mois d'avril 2006 et dans ce journal télévisé, le docteur Joël Le Squarnec prend la parole pour dénoncer la fermeture des blocs opératoires. On nous parle de chiffres, mais de chiffres bruts. Il est dans cette vidéo parfaitement détendu, très professionnel. Sans parler de la qualité de ce qui est fait. D'après les carnets du docteur Le Squarnec, à l'époque de ces images, cela faisait déjà 20 ans qu'il agressait des enfants en profitant de sa blouse blanche. On sent la toute-puissance du pédophile qui est devenu le porte-parole de l'hôpital pour lequel il travaille. A priori, à ce moment-là, personne ne se doute que Joël Le Squarnec a un double visage, chirurgien et pédophile à la fois. Pourtant, aux États-Unis, l'homme est bien connu des services de police. Pour comprendre, il faut remonter le temps et traverser l'Atlantique. En 2004, le FBI lance l'opération Falcon, une vaste enquête visant à identifier des consommateurs de contenus pédopornographiques. Le FBI va faire un coup de filet énorme et mondial. Les enquêteurs du FBI découvrent qu'il y a 2400 acquéreurs potentiels en France de fichiers pédopornographiques. Et parmi ces un peu plus de 2400 personnes en France se trouve Joël Le Squarnec. Il serait allé sur des sites russes et même a payé avec sa carte bleue, c'est comme ça qu'on le retrouve et grâce à son adresse IP. Donc le FBI signale ça aux forces de l'ordre françaises. Joël Le Squarnec est donc interrogé par un juge d'instruction. Et face à lui, le respectable docteur va faire profil bas.
Il va a priori reconnaître les faits, expliquer que c'était dû, semble-t-il, à une période un peu compliquée de sa vie. Il dit que son couple se délite et qu'il est tombé sur ces images et qu'il en a consulté de façon occasionnelle, mais que tout ça c'est derrière lui. Il minimise en fait complètement les faits. Il va, je dirais, faire pleurer dans les chaumières en disant que les choses sont compliquées dans sa vie, qu'il a dérapé, qu'il regrette éperdument ce qu'il a fait et que plus jamais ça ne se reproduira, bien évidemment. Un mea culpa qui, cumulé à la bonne réputation du chirurgien, va convaincre le juge de sa bonne foi. D'autant qu'à l'époque, très peu de photos pédopornographiques avaient été retrouvées au domicile du chirurgien. Donc, compte tenu de ce que le tribunal va appeler cette franchise, il va avoir une peine, en réalité, disons-le, très inadaptée, une peine de sursis simple. 4 mois d'emprisonnement avec sursis simple. N'ordonne aucune interdiction d'exercer la médecine, aucune interdiction d'être en contact avec des enfants et aucune obligation de se soigner. Ça va s'étouffer comme ça, c'est-à-dire qu'il a moins que quelqu'un qui va faire un excès de vitesse. Et il va le dire très clairement, à partir de ce moment-là, il s'est senti intouchable. Il a, en fin de compte, pas du tout été stoppé dans son action. Et je dirais que son action a pris du volume au fur et à mesure en se disant je peux continuer en toute impunité. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu une interdiction d'entrer en contact avec les enfants dans le cadre de son métier. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe et pour moi, c'est encore une énorme faille. En plus de cela, on n'a jamais eu à un seul instant l'idée d'aller voir son bureau professionnel. Et voilà, du propre aveu de Joël Le Squarnec, ce que les enquêteurs auraient pu y retrouver. Non seulement il utilisait son ordinateur professionnel pour visionner effectivement des images pédopornographiques, mais en plus de cela, il avait une armoire dans son bureau qui était toujours fermée à clé. Et dans cette armoire figurait un certain nombre de poupées. Et c'est à côté de ça qu'on est passé à l'époque. Résultat, rien qu'à l'hôpital de Quimperlé, dans les 3 années qui ont suivi sa condamnation avec sursis, le prédateur en blouse blanche aurait pu faire 39 victimes. Margot Steve a enquêté sur le parcours de Joël Le Squarnec. Et pour elle, les choses sont claires. Depuis sa condamnation avec sursis, rien n'a été fait pour protéger les jeunes patients des pulsions du chirurgien. En fait, les répercussions de cette condamnation, sur le moment, il ne va y en avoir aucune. C'est-à-dire que la justice nous transmet cette condamnation, n'informe de cette condamnation personne. Pas l'hôpital, pas l'ordre des médecins, ni qui que ce soit. En fait, cette condamnation, elle va rester confidentielle. Jusqu'en 2006. En effet, en 2006, un médecin de l'hôpital de Quimperlé écrit au directeur pour l'alerter sur le comportement du chirurgien. Ce courrier que Margot Steve s'est procuré, le voici. J'avoue m'interroger quant à la capacité du docteur Le Squarnec à conserver toute sa sérénité lorsqu'il intervient auprès de jeunes enfants. Ce collègue du docteur Le Squarnec, nous l'avons joint par téléphone. Et il nous a expliqué comment il en est lui-même arrivé à soupçonner le chirurgien après l'une de ses opérations qu'il a jugée anormalement longue. L'opération a duré 5 heures et donc je me suis dit mais c'est bizarre cette affaire et donc je décide évidemment d'aller voir Le Squarnec. Et il me raconte l'intervention comme une relation sexuelle avec l'enfance. Il a dit mais il a pénétré ceci, il s'est retiré de cela, enfin bon bref. Et comme j'ai vu ce festival de fantasmes sexuels, je dis tu es dangereux, démissionne. Et il finit par se redresser et nous dire vous ne pouvez pas m'y obliger. Cette phrase sonne comme un aveu. Aussitôt averti, le directeur de l'hôpital de Quimperlé va en informer la direction départementale de l'action sanitaire et sociale. Mais le signalement est pour le moins ambigu. Le directeur de l'hôpital alerte la DAS dans une lettre où il va en même temps le défendre, dire que c'est un excellent chirurgien, qui donne toute satisfaction, qui a de bonnes relations avec les patients et les parents des patients. Et donc là, il, en quelque sorte, des doigts nous protège
le docteur Le Squarnec en expliquant finalement que c'est un bon praticien hospitalier qui a su convaincre sa direction de ses compétences. Et donc c'est une lettre en fait en demi-teinte qui va expliquer en partie pourquoi cette alerte ne va pas être prise au sérieux. L'impunité, encore et toujours. En 2008, le chirurgien quitte Quimperlé pour l'hôpital de Jonzac. Et cette fois-ci, le prédateur, au passé sulfureux, va prendre les devants. Donc en 2008, il va être très transparent dès le départ, puisqu'il va dire à la directrice de l'hôpital de Jonzac « Sachez que j'ai été condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques ». C'est donc en toute connaissance de cause que la directrice l'aurait embauché dans son établissement. Ce qu'elle dira, c'est qu'aucune agression n'était connue à cette époque-là. On est sur de la détention d'images pédopornographiques et c'est un peu ce qui ressort. C'est il n'a jamais touché un enfant, c'est derrière un ordinateur, Joël Le Squarnec minimise, il a des bonnes évaluations, on va en rester là. La directrice pense qu'en fait, cette condamnation lui a servi de leçon, comme si il avait pu déraper un moment, et puis voilà, c'était réglé. Banaliser la consultation de sites pédopornographiques, le discours a de quoi surprendre. Nous avons retrouvé l'ancienne directrice de l'hôpital de Jonzac. En caméra discrète, nous lui avons demandé pourquoi elle avait embauché le chirurgien, malgré ses antécédents. En fait, nous, on est journalistes et on travaille sur l'affaire Le Squarnec. Je ne veux pas en parler. Il était comment, lui ? C'était un monsieur très gentil, très réservé. Moi, j'étais directrice et voilà, à ce moment-là, on cherchait beaucoup de médecins. Ça n'aurait pas été Jonzac qui le recrutait, ça aurait été Barbezieux, ça aurait été Coll. Mais voilà, on a recruté monsieur Le Squarnec. Des propos qui peuvent choquer, mais qui correspondent à une réalité, celle des déserts médicaux. L'hôpital de Jonzac, ça fait un moment qu'ils cherchent un médecin, qu'ils cherchent un chirurgien, qu'ils n'en trouvent pas, personne ne veut aller à Jonzac. Et c'est une nécessité absolue d'avoir un chirurgien, c'est une denrée rare. Et du coup, on est moins regardant sur d'éventuels passés judiciaires. On a un hôpital à faire tourner, très peu de prétendants à pouvoir s'occuper notamment de chirurgie viscérale, etc. On va peut-être faire prévaloir les intérêts pécuniaires sur les intérêts moraux. Moi, je pense que c'est ça l'explication. Alors, négligence ou omerta ? Vous allez voir que dans cette affaire, il n'y a pas que l'attitude des institutions médicales qui interroge. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, plusieurs éléments de l'enquête démontrent que les pulsions de Joël Le Squarnec étaient connues par des membres de sa propre famille. S'il y a bien une personne dont Joël Le Squarnec a toujours été proche, c'est sa compagne, Marie-France. Souvenez-vous. Ils se sont rencontrés relativement jeunes. Après la séparation, ils vont rester mariés. Alors forcément, cette relation interroge quelque peu. Est-ce que Marie-France était au courant des agissements de son mari ? C'est la grande question qu'on se pose. Pour comprendre, nous avons retrouvé la trace de la désormais ex-épouse de Joël Le Squarnec. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Marie-France n'est pas très loquace. Oui, Marie-France ? Oui. Je suis journaliste et je fais un documentaire sur votre mari et je voudrais vous proposer de prendre la parole à ce sujet. Ah oui, non, mais je m'explique pas, je suis désolée. Non. Expliquez, moi. C'est à lui d'expliquer, mais moi j'ai rien à expliquer. Vous êtes sûr parce que je veux dire... Oui, je suis sûr. Oui, je suis sûr. Oui. Vous avez des choses à dire quand même. Non. Mais non, j'ai rien à dire. Enfin, vous aviez vu, vous Excusez-moi, non, oui, on m'avait réveillé, en plus. Donc, voilà, je suis désolée, je vais vous souhaiter une bonne journée. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous exprimer ? Marie-France refuse de s'exprimer. Mais 3 mois plus tard, l'ex-épouse fait volte-face et décide finalement de prendre la parole. On avait une famille heureuse. Comment j'aurais pu me douter
qu'il y avait un pervers dans la maison. On peut juste se poser la question de savoir comment une femme a vécu 30 ans dans une intimité évidente avec un homme qui a eu l'activité criminelle que l'on connaît sans s'en rendre compte. Alors, la femme de Joël Le Squarnec connaissait-elle les penchants de son mari pour les enfants ? En lisant les carnets du médecin, on peut le penser. En 1996, il écrit « Un cataclysme s'est abattu sur moi, elle sait ». On sait que elle désigne Marie-France. Il écrit noir sur blanc, ma femme a découvert mes armoires avec mes images, elle me demande de tout détruire. Elle a vu que j'étais pédophile. Et il écrit aussi que sa femme a détruit une poupée. Tout ça, on le sait par ses écrits à lui. Donc on n'invente rien, c'est lui qui l'écrit. Cette femme, à minima depuis 1996, elle est informée de quelque chose qui ne va pas. Je ne vous dis pas qu'elle est informée de l'entièreté des faits, mais elle est informée de quelque chose qui ne va pas. Elle est informée d'un sujet de pédophilie tout de même. En partant du principe que Joël Le Squarnec a dit vrai dans ses carnets, qu'aurait pu découvrir Marie-France, son épouse ? Au-delà des déviances, savait-elle que son mari passait à l'acte ? Pour tenter de le savoir, il faut revenir aux premières pulsions du prédateur en blouse blanche. C'était en 1985. Lui, il va nous dire dans ses carnets que son attirance débute en 1985. Il l'écrit. Il dit, c'est là que j'ai commencé à avoir toutes ces pensées, etc. Et en fait, comme souvent aussi dans ce cas, ça se manifeste d'abord à l'intérieur de la cellule familiale, à l'intérieur de la famille. Donc d'abord, ça commence avec une nièce du côté de sa femme, de Marie-France. Même il décrit qu'il la prend souvent sur ses genoux, etc. Enfin, on sent qu'il parle d'elle comme étant attiré par elle. Il raconte qu'elle avait des longs cheveux, qu'elle s'asseyait sur ses genoux, que d'une certaine manière, elle le séduisait. Et il va assez rapidement passer à l'acte et commencer les agressions sur cette petite nièce à partir de 1986. Et visiblement, la sœur de Marie-France aurait fini par remarquer ses déviances. Il y a la sœur de Marie-France qui lui fait part des soupçons qu'elle a sur de potentielles agressions sur sa fille. Et Marie-France va lui répondre « Oh oui, Joël aime bien les petites filles, mais c'est le cas de plein d'hommes. » Il y a cette phrase un peu surprenante qui d'ailleurs choque la sœur de Marie-France. Une réflexion choquante, mais qui ne prouve pas que Marie-France avait connaissance des agressions que son mari aurait fait subir à sa jeune nièce. En revanche, l'épouse du chirurgien semblait savoir que son mari s'en était pris à la fille d'un couple d'amis, comme le laisse supposer une lettre rédigée de sa main. Il y a cette lettre que Marie-France écrit à une de leurs amies parce que sa fille a révélé être aussi la victime de Joël Le Squarnec. Et Marie-France dit dans sa lettre « Le passé nous rattrape toujours ». Le passé nous rattrape toujours. À demi-mot, la femme du prédateur reconnaîtrait-elle qu'elle était au courant des penchants de son mari ? Elle sollicite, pas le secret, mais en tout cas, elle essaye de faire en sorte que les choses s'écrasent un petit peu. Donc c'est bien la preuve qu'elle était quand même un peu au courant des déviances de son mari. Et ça marche. Après cette lettre de Marie-France, aucune plainte ne sera déposée contre Joël Le Squarnec. Alors le chirurgien aurait-il été protégé par son épouse ? Elle était assez à cheval sur l'argent, très attachée à son statut social et au fait qu'elle soit mariée avec un médecin. Si elle commence à évoquer de manière publique ou dénoncer les faits qu'elle soupçonne commis par son mari, tout son monde s'écroule. C'est-à-dire qu'évidemment, sa famille s'effondre, son statut social s'effondre. Ça sera un tsunami dans la vie de Madame Marie-France Le Squarnec. Évidemment qu'une femme se rendant compte de tels
chose commise par son mari, aurait pu partir immédiatement, aurait pu dénoncer les faits. Faut-il avoir le courage de le faire? Et elle n'a pas eu ce courage-là. Elle a préféré la facilité, la simplicité et surtout préserver ses arrières financiers, hein, il faut quand même le dire. Si Marie-France affirme qu'elle ne savait rien des crimes de son mari, en revanche pour Annie, la sœur de Joël Le Squarnec, il n'y a aucune ambiguïté possible. Son frère lui a tout avoué et elle a gardé le secret. La scène que nous allons vous raconter se passe un dimanche midi en 1999, soit 20 ans avant l'arrestation du prédateur. La sœur du docteur Le Squarnec, que nous appellerons Marianne, et ses filles se préparent pour le traditionnel déjeuner dominical. Ce jour-là, c'est Joël qui reçoit. Mais quelque chose ne va pas. À un moment, il y a la maman qui dit on va manger, on va aller déjeuner chez Joël Le Squarnec. Et la petite va dire je ne veux pas y aller. Et sa mère dit mais pourquoi? Parce qu'il me touche depuis des années, je ne veux pas y aller. Elle raconte de multiples agressions. Et la sœur de Joël Le Squarnec va croire sa fille. Quelques jours plus tard, lors d'un trajet en voiture, Marianne décide de confronter son frère. Et lui, il ne nie pas, il l'avoue en fait devant sa sœur. Il se met à pleurer, à chaudes larmes. Il va promettre qu'il va se faire soigner en lui expliquant que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et puis en le voyant pleurer, elle pense que l'incident est clos. Elle pense que c'est un simple incident en fait. Elle mesure pas la gravité du tout. Une absence de réaction qui a peut-être aussi une autre explication. Issue d'un milieu modeste, Marianne n'aurait pas osé s'attaquer à ce grand frère chirurgien. C'était la réussite familiale, c'était l'homme parfait. C'était pas possible de ternir cette image-là. Publiquement, c'était pas possible. Il y a la place de Joël Le Squarnec dans sa famille qui est en effet très respecté. Celui qui a réussi, celui qui a de l'argent, qui a une belle femme, qui a tous les attributs de la réussite sociale. Pendant près de 20 ans, la sœur de Joël Le Squarnec gardera le silence. Quant au père du chirurgien, sa réaction a de quoi surprendre lorsqu'il découvre la face cachée de son fils. Quand il apprend ce qui s'est passé, le papa de Joël Le Squarnec a carrément dit « il n'y a pas mort d'homme et c'est pas un crime ». Mais comment expliquer la réaction de ce père qui minimise? En fait, dans la famille, Joël Le Squarnec n'est pas le premier à être passé à l'acte. C'est une réalité systémique dans cette famille. C'est-à-dire qu'on a le grand-père, le père de Joël Le Squarnec, qui a été agressé dans son enfance et qui est accusé d'avoir lui-même agressé un des fils de Joël Le Squarnec. En fait, on a l'impression dans cette famille que l'inceste ou les violences sexuelles dans l'enfance sont présentes à quasiment tous les étages. Et donc, on a préféré que ces actes continuent dans le silence familial plutôt que de jeter l'opprobre sur la famille. Voici comment, pendant 30 ans, Joël Le Squarnec, éminent chirurgien, aurait pu sévir dans 18 hôpitaux sans être inquiété. Des gens comme Marie-France, en fait, n'ont pas dénoncé alors qu'ils savaient. On a l'hôpital où des gens réagissent, mais finalement, ça va pas plus loin. Et on se retrouve dans un enchaînement de faits qui font que personne ne dira rien et qu'à aucun moment, Monsieur Le Squarnec ne sera inquiété. Il aura fallu attendre une petite fille de 5 ans. Donc évidemment, il faut féliciter son courage et la remercier de ce qu'elle a fait. C'est donc grâce à la dénonciation d'une petite fille de 5 ans que Joël Le Squarnec peut être jugé. Un moment redouté mais nécessaire pour ces centaines de victimes présumées. Ça va être un procès qui va être long et physique. Mentalement, psychologiquement. Donc ça va être assez difficile. Plus qu'à se préparer au mieux. Je l'appréhende, j'ai hâte. Et à la fois, j'ai peur, c'est très dur.
Pour Gowinda, les faits sont prescrits, donc pas de procès. Mais elle s'est mise au défi d'aller voir son agresseur en prison. Je veux qu'il voit qui je suis devenue. Et comment je suis. Parce que je veux qu'il voit qu'il n'a pas... Malgré tout, il n'a pas réussi en fait à mettre... Même si j'ai souffert par moments, il n'a quand même pas réussi à bousiller ma vie et que j'ai fait quelque chose de ma vie. Contactés à plusieurs reprises, les avocats de Joël Le Squarnec n'ont pas souhaité s'exprimer. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Joël Le Squarnec. Le procès du chirurgien a débuté le 24 février 2025 et devrait durer 4 mois. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.